Je vais juste vous faire un petit récap sur qui on est quand même, parce que Elise en a peut-être parlé brièvement. Mais effectivement, elle a dit, on est franchiseur au national. En fait, on a créé cette société avec mon père en 2012 pour répondre à certaines demandes de clients au niveau du marketing digital. Et il y a de ça 3 ans et demi, on a eu beaucoup de demandes de grands groupes, notamment Best Western, etc. Et on s'est dit dans quelle mesure on arrive à répondre à des gens qui ont des multisites. Best Western, il y avait 60, 200, 300 unités. Comment on arrive à répondre à ça alors qu'à la base, on a commencé, on n'était que 2. Et est-ce que c'est un marché qu'on veut prendre ou est-ce qu'on le laisse passer et on le laisse sur d'autres acteurs? On a choisi, pour répondre à ça, de rester complètement financièrement indépendant et de ne pas faire rentrer de personnes au capital, chose qu'on aurait pu faire parce qu'on a eu pas mal de propositions là-dessus. On a préféré rester indépendant et devenir franchiseur. Donc on est devenu franchiseur. En l'espace de 3 ans et demi, on a ouvert 46 franchises. Comme elle a dit, on a Saint-Barth, Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte et on ouvre l'île Maurice prochainement ainsi que la Suisse et beaucoup de franchises aussi en France. Donc on a une capacité de répondre nationalement et même internationalement de manière homogène un peu partout. L'Espagne aussi. L'Espagne aussi prochainement, voilà. On a différentes marques, donc là c'est pas le but, c'est pas de vous faire un récap de toutes nos marques. Disons qu'on est très segmenté dans notre façon de voir les choses. On a une division pour chaque produit, on a une division qui est liée aux produits classiques, on a une division dans du premium, on a une division luxe, on a une division médicale et on a une division qui s'appelle Lizzy et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, que Yannick présentera tout à l'heure. Je vais faire une presse assez simple, donc là on voit différents de nos franchisés, etc. Aujourd'hui l'idée c'est de faire quelque chose de très efficace et de partir à chaque fois d'une case study, de vous expliquer ce qui s'est passé, quelle était la problématique, ce qu'on a fait pour ses clients et quels sont les chiffres clés, ce que ça a donné pour eux. L'idée c'est quelle était la problématique, comment on y a répondu, ce que ça leur a rapporté. Donc on va faire ça de manière très simple. On va commencer par l'école de Condé qui est à Nice, à savoir qu'aujourd'hui on est sur un projet de déploiement plus global avec eux. On a commencé par ce qu'on appelle un POC, donc c'est un premier projet sur cette école de Nice dans le but de développer sur les autres écoles derrière. En 4 chiffres clés, on leur a fait une visite 360. En l'espace de 4 mois, on a eu plus de 3300 vues. Ce qui est quand même relativement énorme, ça fait plus de 28 vues par jour sur un support qui était leur site internet et leurs réseaux sociaux où on est sur très peu de likes. Donc l'idée c'était de montrer qu'en fait ce support-là a permis d'engendrer plus de visites via différents points. Notamment la visite virtuelle, ça permet d'augmenter le référencement web d'un site internet. Parce qu'aujourd'hui on sait que la présence web c'est ce qu'il y a de plus important, donc le positionnement qu'on va avoir sur le web et la visite virtuelle permet d'augmenter ce référencement-là. Autre point important, le temps de consultation moyen. Est-ce que vous avez une idée du temps de consultation moyen d'un site internet en France aujourd'hui? 20 secondes. Je sais pas. Moins d'une minute. Moins d'une minute, ouais, c'est clair. C'est même moins de 30 secondes. Enfin, aujourd'hui, on est sur 28-29 secondes en moyenne. Et ça va augmenter une statistique qu'on appelle le taux de rebond. Le taux de rebond, ce sont les gens qui viennent sur votre site et qui ont cliqué nulle part et qui repartent tout de suite, qui ne sont même pas allés voir une autre page. Donc ce taux de rebond, il est très important à gérer, il doit être le plus bas possible. Si vous avez 40% de taux de rebond, ça veut dire que quasiment une personne sur 2 qui vient sur votre site, une fois qu'elle arrive, elle s'en va tout de suite sans avoir cliqué ou avoir regardé une autre page. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que très souvent, on rentre sur des sites internet aujourd'hui où on a tous envie de mettre beaucoup de choses, beaucoup de contenu. C'est légitime parce qu'on veut bien expliquer sa marque, on veut de la notoriété et on sait aussi que Google aime quand il y a beaucoup de contenu sur un site internet parce qu'il va nous référencer vu qu'on met beaucoup de mots-clés, qu'on met beaucoup de texte, qu'on explique bien pour nos clients. Mais le problème c'est que l'internaute quand il arrive là-dessus, il voit 50 000 onglets, il se dit « Oula, je suis où? Qu'est-ce que je dois faire ?» Et très souvent il prend peur et il s'en va. Donc en fait nous le but c'est d'avoir un outil qui soit immersif et qui permette aux gens d'arriver le moins de clics possible pour arriver à l'information qu'ils recherchent et surtout pour l'emmener vers de la conversion. La conversion c'est quoi? Si on est sur du e-commerce c'est de la vente ou si on est sur de la vente qui se fait en plusieurs temps c'est une prise de contact. Si on vend une salle de séminaire, si on est hôtelier, c'est qu'il y a une prise de contact avec l'espèce commerciale pour qu'il nous fasse un devis. Donc taux de rebond, voilà, là pour le coup on a diminué énormément le taux de rebond parce qu'ils avaient un site internet qui était la moyenne du taux de rebond en général, en tout cas dans l'hôtellerie, mais c'est à peu près similaire dans tous les autres secteurs, on est sur 35-40%. Mais c'est une moyenne, c'est-à-dire que c'est pas, si c'est votre cas, c'est normal aujourd'hui, c'est la moyenne du taux de rebond en France. Et après sur un certain nombre de pages vues qui étaient ici 8. Ce
qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que le but et pourquoi on a réussi à avoir des chiffres aussi bas, c'est parce qu'on a essayé de comprendre en fait ce que venait chercher l'internaute comme information sur le site. Très souvent, quand on constitue un site internet, ce qu'on se dit, c'est je mets le maximum de contenu. Je mets plein de trucs, je sais pas trop pourquoi, mais je le mets parce qu'au moins ça répondra si à un moment il se pose la question. Or nous, on s'est dit comment on arrive à diminuer et à optimiser ça au maximum pour que quand il rentre, il ait l'information qu'il cherche, qu'il ait le moins de clics à faire et que en même temps, ça lui rende l'expérience agréable. Parce que très souvent, on se dit, bon, on le fait bien pour Google, son site, mais on oublie un petit peu le client final dans l'histoire. Donc on a des super sites bien référencés, mais quand les gens arrivent, c'est une catastrophe. Élise, elle va mettre juste en même temps donc, la visite, comme ça je vais vous commenter ce qu'on a fait en temps réel et vous montrer comment ça se matérialise. À savoir que ça a été utilisé du coup sur les réseaux sociaux, sur leur site internet et énormément en salon. Donc vous imaginez, demain vous êtes futur étudiant, ce que vous voulez faire c'est trouver une école qui corresponde à votre besoin. Très souvent les écoles ont les mêmes professeurs qui sont intervenants, qui sont des externes, et les programmes sont quasiment tous similaires. Donc l'idée, c'est ce qui souvent est valorisé, c'est soit le contact qu'on peut avoir par rapport à l'école et le feeling qu'on a, ainsi que les locaux. Donc là l'idée c'était de valoriser en fait les bâtiments, etc., tout en intégrant différents points, là on voit le foyer, et en mettant à partie les étudiants aussi, le BDE, etc. Donc là, il se met à nous expliquer que quand on rentre dans cette école, on peut faire ça, on a tel programme, etc. C'est d'intégrer et d'humaniser la chose. Quand on est sur un site internet aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'humain. C'est pour ça qu'on rentre sur des chats, des choses comme ça, parce qu'on veut ramener l'humain sur quelque chose qui est digital, ce qui est très paradoxal. Là, on a aussi la capacité, elle va vous montrer de cliquer sur des éléments. Là, il y a une vidéo par exemple. Donc tout ce contenu-là, on sait qu'il est important pour la conversion. C'est-à-dire que les étudiants ont besoin de voir ça pour se dire bon bah c'est super, je vais vivre dans quelle ville? Parce que les étudiants qui vont dans une école comme celle-ci ne sont pas forcément tous des gens de Nice, et même très peu. Donc l'idée c'était de dire comment je vais valoriser mon école, c'est aussi en valorisant la ville qui est autour. Donc avec des différentes vidéos qui valorisent cela. Les professeurs, donc qui sont importants aussi et là pour le coup le directeur, bon c'est le projet d'Élise, hein, donc ça c'est important. Est-ce que tu peux mettre un PDF? On a aussi du contenu textuel parce qu'on sait que très souvent dans la décision, la prise de décision, c'est certes l'enfant qui choisit son école mais c'est ses parents qui payent. Donc il faut qu'à un moment les parents soient OK. Et très souvent les étudiants ont vu les écoles sur des salons, donc on leur a mis des casques sur la tête, ils ont trouvé ça génial, mais après comment ils montrent ça aux parents? Donc il faut valoriser l'engouement auprès des parents quand on va leur dire bon la pilule c'est 12 000 € par an, plus mon loyer, etc. Donc il faut que tu aimes bien l'école. Donc ils ont un support pour dire voilà, regardez c'est ce qu'on a vu ensemble, regarde c'est l'école, tout est bien chiadé, etc. Donc ça fonctionne vraiment dans ce sens-là. C'est un outil qui a multi-usage. Et sur Salon, ça a fait un carton, hein. Tu peux en témoigner là-dessus, Élise. Ils utilisent plus que ça, parce que normalement on vous met une brochure dans la main, on vous dit voilà la brochure de l'école, vous regarderez ça quand vous serez chez vous avec vos parents, très bien. Très souvent vous sortez, vous mettez tout à la poubelle, dans tous les salons c'est toujours comme ça. Là l'idée c'est plutôt de garder un contact, ils ont derrière refait une newsletter à tous les étudiants qui étaient venus au salon, enfin voilà, et ils valorisent aussi le savoir-faire des étudiants. Ça, c'est des contenus qu'ils avaient déjà, donc on a simplement réintégré du contenu qu'ils avaient déjà dans les sites, on l'a placé stratégiquement pour que ce soit des contenus qui soient vus. Très souvent, vous avez des sites internet, vous avez des super contenus, mais qui ne sont pas vus parce qu'ils sont planqués à l'intérieur du site et que les gens ont du mal à savoir où ils doivent cliquer pour avoir accès à ces contenus-là. Voilà, je pense qu'on est pas mal sur cet exemple. Ouais. On va repasser à l'autre. Hop. Ensuite, 9 hôtels, ça pour le coup ce sont mes clients, ça c'est pareil, on est parti, il y a 10 hôtels différents, en France, en Italie, au Portugal, en Suisse et en Belgique. Et l'idée c'était de commencer par un premier hôtel, de voir ce que ça donnait en termes de statistiques, parce que tout ce qu'on fait est toujours traqué en statistiques et c'est hyper important. Aujourd'hui le maître mot, et je pense que vous le connaissez tous, c'est ROI, retour sur investissement. Retour sur investissement, comment on le calcule, avec des statistiques pour voir si ce qu'on a mis en place a fonctionné ou pas. Là ici c'est pareil, on a une visite qui a été mise sur 1 an et 2 mois. Moi j'ai une stat que je voudrais mettre en avant là-dessus, qui valorise le retour sur investissement x10. J'ai mes clients qui ont testé quelque chose qu'on ne connaissait pas, les clients ne l'avaient pas encore testé. Ils se sont dit, d'habitude on paye du référencement payant sur Google, où on pointe sur notre site internet en espérant qu'il y ait une réservation qui soit faite sur les chambres. Vous tapez Hôtel Paris, on va mettre le maximum d'argent sur Google pour qu'on tombe le plus haut possible, à savoir qu'ils savaient d'avance que Booking serait devant, parce que Booking, pour l'anecdote, vous avez une idée de combien Booking paye de mots-clés en termes d'argent par jour? 600 000 $.
600 000 $, aucun hôtelier ne s'est rivalisé avec ça, et c'est colossal, c'est une machine de guerre. C'est pour ça qu'aujourd'hui les hôteliers sont toujours en procès et se plaignent de Booking et se disent qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Donc c'est une machine qui, c'est un serpent qui s'est mordu la queue, donc c'est très compliqué. Donc là ils se sont dit, bon, on va essayer de faire quelque chose de différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pointer, au lieu de pointer sur notre site, on va pointer sur la visite virtuelle, et on va voir si la conversion, donc le nombre de réservations par rapport aux gens qui cliquent, parce qu'un budget Google, c'est chaque fois qu'une personne clique, ça vous diminue votre cagnotte, et une fois qu'ils ont cliqué, vous essayez de voir si oui ou non ils sont transformés en clients. Donc ça c'est facile, Google le fait très bien. Donc on a mesuré le retour sur investissement à plus de 10 fois. Le retour sur investissement s'est fait au bout de quasiment 4 semaines. Au bout de 4 semaines, ils savaient qu'ils avaient gagné de l'argent sur l'outil, sachant qu'ils n'ont pas à le repayer, parce que c'est un outil qui était payé, donc c'était très efficace. Et un temps de consultation qui est très long. Pourquoi il est aussi long? Comment on l'explique? Parce que les gens ne subissent pas une information. Quand on vous montre une vidéo, très souvent, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer, on peut monter ça comme on veut, et en plus de ça, on a nous ce côté, on connaît les médias, ils montent ça comme ils veulent, donc là sur les hôtels par exemple, on va vous montrer la chambre sous ses meilleures coutures, etc. Or là, c'est l'internaute qui choisit ce qu'il veut regarder. Donc il va prendre le temps de regarder, etc. Et on se rend compte que des gens qui n'ont pas le temps, au final, on se rend compte qu'ils ont le temps. Parce qu'ils vont passer un peu plus de temps sur les choses qui les intéressent. Et si on voit un hôtel et ce qui nous intéresse c'est d'aller voir le bar, mais que dans la vidéo il y a 4 secondes du bar, et qu'on se dit bah, j'ai pas vu vraiment, donc ça répond pas à ma demande, il passe sur la concurrence. Là l'idée c'est qu'ils puissent vraiment passer le temps et pouvoir regarder tout ça. Donc si on regarde ce à quoi ça correspond, et en attendant je vais vous expliquer, nous en fait ça c'est parti d'un constat par rapport au bouton réservation. Les gens pour réserver une nuit d'hôtel aujourd'hui font la démarche suivante. Je tape sur Google Hôtel Paris, numéro 1 Booking, ils tombent sur Booking, ils voient différents hôtels qui sont listés en fonction de certains critères, c'est un peu comme Google, si ce n'est que le facteur numéro 1 c'est combien ils reversent à Booking. Si je reverse 25%, j'ai beaucoup plus de chances d'être en haut, d'être suggéré que si je reverse que 17%. Une fois que les gens ont choisi l'hôtel qui leur convenait sur Booking, ils voient la fiche, ça leur convient, ils vont quand même ouvrir un nouvel onglet sur internet pour aller voir directement l'établissement en question parce que ça les rassure et ils voient d'autres informations. Et une fois qu'ils ont fait ça, très souvent ils retournent sur Booking, plus de 90%, et ils vont réserver sur Booking. Donc l'hôtelier a perdu 17% en un seul clic parce qu'ils sont retournés réserver sur Booking. Or, le client final pourrait payer moins cher en passant par l'hôtelier, mais le marketing de Booking a été tellement puissant à un moment qu'on croit tous qu'on paye moins cher en passant par un OTA. Donc c'est là que Booking a été très fort. Donc nous on leur a dit, Booking est bien parce qu'il est vecteur de trafic sur votre site. C'est-à-dire que ces gens-là qui sont arrivés via Booking, ils ne seraient pas forcément arrivés chez vous, vu qu'il y a tellement de concurrence sur Hôtel Paris qu'ils auraient pu tomber sur un concurrent à vous. Mais vous êtes bien sur Booking, donc ils viennent sur votre site. Et une fois qu'ils sont sur votre site, c'est là que vous êtes mauvais. S'ils repartent sur Booking, c'est qu'il y a un moment, ils n'ont pas confiance en vous, ils préfèrent passer par Booking. Donc dans quelle mesure nous on arrive à augmenter ce taux de confiance qui fait que les gens vont réserver leur chambre? Par différents aspects, notamment le fait que voilà, là on voit l'hôtel et on a le temps, on peut passer du temps dessus, à savoir que statistiquement, plus de temps on passe sur un site internet ou sur une visite virtuelle, plus on a de chances de se transformer en consommateur final. Parce que plus on acquiert de la confiance dans la marque, etc. Et là il y a un point important, on a certains points qu'on n'aurait pas forcément anticipé, mais même sur des destinations comme Paris, la météo joue un rôle majeur dans la prise de décision de réservation. Or, si on est actuellement sur le site internet, nouvel onglet, météo, Paris, telle date, etc. Donc ça nous fait ressortir, donc il y a une chance qu'on quitte. Si on quitte, ça nous gonfle, on se dit on réservera demain et au final on réserve jamais. Or ici on a la météo qui est faite en temps réel, ce qu'on appelle en flux RSS. Et là l'avantage c'est que ça se remet à jour automatiquement. Et ça a un deuxième impact psychologique, dont on n'avait pas forcément imaginé non plus, c'est que les gens pensent du coup que c'est une caméra qui est dans l'hôtel et qui est en temps réel, comme vos caméras que vous avez au ski, etc. Parce que vu que c'est de l'information en temps réel, on se dit bon bah super, il y a une caméra, on voit que c'est bien, l'hôtel est propre, je vais pouvoir y aller. Donc on a différents aspects, on peut réserver aussi en direct, on peut contacter directement l'établissement en cliquant sur le contact, ça va nous ouvrir un mail vierge avec une demande d'information. Ça, ce sont tous des boutons que nous traquons pour nos clients. Donc l'idée c'est vraiment d'obtenir quelque chose d'efficace pour la conversion. Alors là, pour l'instant, ce qu'on explique, ce sont des exemples qui sont vraiment à vocation de conversion monétaire. Mais pour aller plus loin, on a des clients, notamment Amadeus, qui eux, la conversion était sur de l'apprentissage. Pourquoi? Amadeus, c'est deux sites, c'est Sophia Antipolis, c'est Book Bel Air. C'est des sites qui sont très grands en termes de superficie. Et quand ils ont ce qu'ils appellent des newcomers, donc des nouveaux arrivants, des nouveaux entrants, de nouveaux salariés, ils mettent à peu près, selon leur dire, 6 mois à se repérer dans les bâtiments.
tellement c'est grand. Compliqué, il y a différentes salles avec différents noms, il y a du monde, c'est pas toujours simple. Donc l'idée, ça a été d'utiliser ça un peu comme un GPS, comme un Google Maps. Donc ça a été le premier aspect. Le deuxième aspect, ça a été de se dire, aujourd'hui vous avez Amadeus, vous avez Facebook, vous avez Google. C'est au même niveau technologique. Le problème, c'est que Facebook et Google sont vachement plus sexy que Amadeus. Donc comment Amadeus va réussir à valoriser son image et ses locaux qui sont tout aussi bien que Google, alors qu'on connaît vachement moins Amadeus qu'on va connaître Google. Donc c'était de valoriser ça aussi au travers de la visite et d'expliquer que tout était éco-responsable, qu'il y avait des restaurants qui étaient gratuits pour les employés, etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait. Ils ont vraiment utilisé ça et le but là, c'était pas monétaire, la finalité n'était pas là, elle était seulement de se dire combien de temps j'arrive à faire gagner à un newcomer sur lequel il va être efficace et il ne va pas arriver en retard en réunion. Parce que s'il faut 6 mois pour arriver à l'heure dans la salle Intel, ça va être compliqué. Hop. Après, c'est Marriott. Ça, c'est assez intéressant. Alors, Marriott, on l'a fait en 2 temps. On a fait une première visite virtuelle classique pour vendre de la chambre d'hôtel, comme on vous l'a montré juste avant. Deuxième visite virtuelle pour vendre du séminaire. Là, c'était purement un outil commercial, comme on peut le faire dans l'immobilier pour vendre une villa ou autre. Là, c'était de se dire, les commerciaux, quand ils vont en salon, ils ont besoin d'un support sur lequel s'appuyer pour valoriser les salles de séminaire, les différentes configurations, etc. Autre point, quand les commerciaux ont des demandes de devis, parfois vous voulez acheter une salle de séminaire, vous dites voilà, on est 40 pax, on voudrait une salle de séminaire, qu'est-ce que vous allez me proposer? On vous envoie un super plan à plat avec les 3 configurations, le nombre de gens qu'il y a et c'est un super dessin en noir et blanc. Ouais, c'est compliqué de se dire quand on organise des grands événements, c'est compliqué de se dire ce à quoi ça va ressembler. Là, l'idée c'était de dire c'est un support pour le commercial quand il a une demande de devis à distance, il peut envoyer le lien et le commenter à distance au téléphone en disant voilà, je vous envoie différentes configurations, différents setups qui correspondent à ce que vous voulez. Et grâce à ça, c'était un support qui allait guider. Et ce support, il permettait aussi de rentrer dans un entonnoir de vente et de poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes réponses de son interlocuteur pour répondre au mieux avec un devis qui correspondait. Combien de fois on fait des devis où on est complètement à côté parce qu'on pense comprendre et qu'on n'a pas assez écouté son prospect et au lieu de l'avoir écouté, on a dit oui, je sais, on fait un devis, on passe complètement à côté. Et ça, c'est trop commun aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de les aider justement à être plus efficaces dans cette méthode de vente. On a, pareil, sur 20 jours, là c'était le 3e projet qu'on a fait avec eux. Pour Pâques, ils ont voulu faire quelque chose de différent. Ils se sont dit, on lance la plage Palais Stéphanie, donc ils ont repris le Baoli Beach. Comment on amène de la notoriété là-dessus, sachant que le Baoli c'est une institution, les gens vont pas comprendre, et ça s'appelle pas Marriott, ça s'appelle Palais Stéphanie. Donc il faut que les gens comprennent où on est positionné. Au-delà de ça, ils voulaient faire comprendre qu'ils venaient de lancer une offre brunch dans le restaurant. Et le dernier point, qu'on peut se loger au Marriott pour 199 € la nuit. Or, dans nos têtes, c'est tous beaucoup plus cher que ça. Et dans la tête des gens, on se dit le Marriott 5 étoiles à Cannes, impossible, c'est inabordable. Or, en fait, il y a plein de chambres de petites catégories qui ne sont pas vendues parce qu'on pense que c'est beaucoup plus cher que ça ne l'est réellement. Donc l'idée, c'était de dire, on va faire un jeu sur une période d'une durée de 20 jours pour Pâques, où on va devoir trouver des œufs qui sont cachés, et à chaque fois, on va pouvoir gagner une nuit, etc. Donc ça va leur faire un fichier de prospect qui est qualifié, mais aussi ça va permettre de donner de la notoriété et de faire connaître les 3 éléments que je vous mentionnais juste avant. Donc il y a eu beaucoup d'œuvres qui ont été trouvées, mais ce qui est encore plus important et plus intéressant, c'est que tu montres directement ce à quoi ça ressemble. Nous, ça a généré un vrai fichier qualifié à ce moment-là, de prospects qui étaient intéressants et qu'ils ont mis dans la base et qui régulièrement alimentent en disant voilà, on a une chambre en ce moment à tel prix, etc. Donc on arrive sur un jeu comme celui-ci, on vous dit voilà, trouvez les 3 œufs pour gagner, on clique dessus, ça s'enlève, et là à chaque fois, chaque offre est sponsorisée entre guillemets par justement l'aspect de la plage pour le coup. Donc là ils expliquent on a bien une plage, visitez notre plage, là si vous trouvez l'œuf vous gagnez 2 matelas, etc. Donc on va tourner dans la vue. Nous ce qu'on a fait, le but bien entendu c'est que les internautes trouvent l'œuf, parce que l'idée c'est pas de faire un truc impossible. On a fait un jeu similaire pour Sri Lanka aussi, que vous connaissez peut-être, qui est juste en bas, qui a été racheté par Decathlon. Donc c'était la même chose, sauf que là pour le coup l'idée c'était de faire des bons cadeaux, certains assez élevés qui étaient très compliqués à trouver. Là pour le coup le but, on va le voir, l'œuf il clignote régulièrement, il est juste là. Il est facile à trouver quoi. Donc ça c'était le but, c'est que les gens cliquent dessus, le trouvent. Donc une fois qu'on l'a trouvé, on peut cliquer dessus. Ça nous dit bravo, vous avez gagné. Maintenant si vous partagez, vous avez une chance de plus de pouvoir gagner et d'être tiré au sort. Donc ça c'est intéressant parce qu'on va générer de la viralité. On sait qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ça peut aller très vite.
sur quelque chose de positif. Et ensuite, on a un formulaire à remplir pour participer au tirage au sort. Je remplis ce formulaire, je fais partie d'une base de données qualifiée. Eux, ils ont déjà tout ça, tout est traqué, etc. Et ce fichier-là, ils savent que ce sont des gens qui sont potentiellement intéressés par leur service. Ensuite, on va aller au jeu suivant. Même principe. Là, vous n'avez pas l'accès par la page Facebook du lead? C'est-à-dire? Parce qu'on peut entrer un nom, prénom et adresse. Ouais. On peut entrer aussi avec la page Facebook. On peut le faire. Là, pour le coup, c'était pas la demande, mais on peut le faire un formulaire directement renseigné. Il y a encore plus d'informations dans la page de Facebook. Et puis c'est pratique parce que c'est en un seul clic, ça renseigne automatiquement. C'est plus pratique pour le client et il y a plus d'informations pour... Ah oui, mais il y a les numéros de téléphone et tout ça derrière. Non, il y a toutes les images, on a plus d'informations sur la typologie du client, qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'il y a les photos, s'il fait des voyages... Mais c'est faisable, ouais. En fonction de la demande, nous on peut l'adapter. C'est faisable sans problème. Là, c'était le même principe, c'était de dire on a un brunch, c'est 59 € par personne, etc. Donc là, ils font gagner 2 brunchs, en même temps, ils expliquent ce brunch en question. On passe direct au suivant. Il est à droite. À droite, à droite. À droite. Tourne encore. 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 Il est là. Sur la table, là. Regarde, il va être là. Là. Elle n'a pas assez joué, apparemment. Non, je m'arrête au premier slide. Donc là on a trouvé, on peut remplir ses coordonnées pour avoir une chance supplémentaire d'être tiré au sort. Et là le dernier c'est pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée c'était de montrer une chambre qui vaut 199 € la nuit, à partir d'eux, en fonction de la période bien entendu, mais c'est de se dire à un moment le Marriott, vous en avez rêvé, vous pouvez vous le payer quoi. C'est accessible. Il est sur le lit, ouais, effectivement. Voilà, ce qui est important à retenir là-dedans c'est que on va générer de l'interactivité, c'est ce que les internautes viennent chercher, mais qu'on n'a pas l'impression que ça nous fait perdre trop de temps, qu'en même temps ça ait un intérêt pour la marque qui le fait, mais que l'internaute ne se retrouve pas lésé. Nous on part toujours de l'internaute final, c'est-à-dire du consommateur du Marriott, même si le Marriott est notre client, on part de son client à lui. Donc Yannick va partir plus sur la partie, on parlait de l'Easy 360 tout à l'heure, on a développé et on tient vraiment à le faire valoir parce que c'est quelque chose qu'on... Et là pour le coup je ne me tire pas la couverture, c'est vraiment Yannick et mon père là-dessus. C'est un produit qu'on a développé, on est les seuls en France à faire ça, ça a été beaucoup de travail, que ce soit financier ou de recherche etc. et de temps. Mais voilà, on en est vraiment très fiers, on est accompagné par de gros partenaires, la BPI et Crédit Agricole derrière, donc voilà, il va vous expliquer tout ça. Hop, hop, hop. Moi je reste là. Donc bonjour à tous, Yannick. Donc la genèse du produit, l'idée c'était de dire voilà, aujourd'hui on est dans une transition digitale des sociétés, ils sont vraiment dans un véritable tournant, et la question actuelle c'est pas de savoir est-ce qu'on est dans la transition digitale ou pas, c'est où est-ce qu'on met le curseur. Tout le monde est unanime pour dire on a un passage à faire, et la communication est un des paliers sur la communication, sur la transition digitale. Nous, l'idée, c'était de dire, actuellement, une entreprise, elle a plusieurs axes d'investissement dans la communication. Aujourd'hui, c'est compliqué, même si on a une culture héroïste tout ce temps qu'on est, où est-ce qu'on met le curseur, qu'est-ce qui rapporte, qu'est-ce qui ne rapporte pas. On investit des sommes dans le print, dans l'affichage, dans différents supports, dans le web. Aujourd'hui, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui fonctionne réellement et qu'est-ce qu'on peut enlever ou pas enlever par rapport à cette transition digitale vers laquelle on doit tendre et dans laquelle on doit investir. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'aujourd'hui tout est à peu près stable et on a du mal à mettre le curseur. Donc nous l'idée c'était de dire comment est-ce qu'on peut accompagner nos partenaires et nos clients et sur des solutions souples et légères et de dire on ne va pas chambouler l'axe des investissements, on va rester sur des bases à peu près stables mais on va amener des solutions légères via des mensualités pour pouvoir se dire globalement on va octroyer à notre communication digitale une mensualité. Ça va nous coûter X € par mois. C'est quelque chose qui va être stabilisé, qui va être clair dans le temps et évolutif bien évidemment parce qu'on va avoir les différents leviers pour pouvoir mesurer l'efficacité de la solution. Et est-ce qu'on continue plus en amont ou est-ce qu'on va lever le pied parce qu'en fin de compte on n'est pas content du résultat. Donc l'idée c'était vraiment ça et d'arriver sur des solutions légères et qui ne vont pas impacter la trésorerie des sociétés. Donc on a réussi à avoir un système de leasing sur des solutions qui sont immatérielles. Chose qui est assez compliquée, c'est pour ça que comme disait Kevin, ça a été un gros travail, c'était 18 mois de genèse du produit et d'arriver à persuader des vrais partenaires, parce qu'il y a différentes choses qui sont établies, mais quand on veut s'appuyer sur des vrais partenaires qui sont le Crédit Agricole, enfin l'OCAM qui est une filiale du Crédit Agricole, si vous voulez c'est quelque chose de compliqué quand on n'a pas du répondant derrière en termes de matériel en garantie. Quand on finance un véhicule, on sait qu'il y a un véhicule derrière. Là c'est une visite virtuelle,
le terme est bien approprié, c'est virtuel, donc c'est quelque chose de compliqué à mettre en avant et à financer. Donc on a réussi à monter tout ce système-là et à avoir un système global où l'idée c'était de se dire, actuellement dans la communication digitale, on va amener un pack complet. Ça veut dire qu'on ne va pas amener un support, on va amener un service qui va être un service vraiment complet au client. Donc ça va comprendre quoi? Ça va comprendre tout d'abord un rendez-vous pour vraiment évaluer les besoins du client, arriver à comprendre quel est l'axe sur lequel on va pouvoir l'accompagner et sur lequel on va pouvoir développer notre système de communication digitale. Élaborer un vrai cahier des charges et réaliser le produit en lui-même. Après, à côté de ça, ce dont on n'a pas parlé, ce qui est vachement important, c'est qu'on a une plateforme de prise en main qui est dédiée au client. C'est-à-dire que le client, nous, la visite virtuelle va être le contenant. Le client va amener du contenu. Donc, les PDF que je vous ai montré tout à l'heure, les vidéos, etc. Donc l'idée, c'est vraiment notre rôle, l'idée de capter l'ADN de la société et de pouvoir raconter une histoire et de retranscrire cet ADN-là via des communications digitales. Ça peut être des valeurs sociétales, des valeurs environnementales, mais vraiment d'arriver à mettre en avant ces valeurs-là via des points de contenu sur lesquels le client aura la main et pourra, au gré de ses envies, pouvoir changer le contenu, le faire évoluer, créer une vraie temporalité dans sa solution. Donc ça veut dire que l'outil, en fait, il est pas obsolète. Si par exemple vous changez vos tarifs et qu'on a mis le catalogue dedans, vous pouvez le changer vous-même sans passer par nous. Il y a un back-office. Comme pour le site internet, vous pouvez faire des modifications. Là, c'est la même chose. C'est hyper important parce que nous, à la base, on l'a compris quand on a travaillé avec le Carlton à Cannes et qu'ils nous ont dit on a une carte des vins, on a une carte du bar, on a une carte du restaurant et en saison, ça change tous les 3 jours. Alors on a dit bon, bah, on fait quoi? On fait un forfait? Comment ça marche? Vous allez nous demander ça le week-end? Et au final, on a répondu en disant bah, on va vous faire une plateforme et c'est vous-même qui changez, un drag and drop, vous mettez votre PDF, ça remplace l'ancien, vous mettez le nouveau dedans. Comme ça, c'est toujours à jour. Vous faites un salon, vous pouvez mettre les nouveaux prix, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça se remet automatiquement à jour. C'est pas si simple, c'est que ça reste quand même une exclusivité qu'on est les seuls aujourd'hui à présenter. C'est clair, et c'est d'une manière immédiate, c'est-à-dire que vous changez votre contenu, vous appuyez sur Enter, c'est en ligne. Donc au niveau exclusivité, effectivement, on a 2 aspects. On va avoir l'aspect financement qu'on va voir après, et on a l'aspect plateforme de prise en main, où on est également les seuls aujourd'hui à avoir quelque chose de vraiment interactif, immédiat, et où le client a la main à 100%, il peut changer autant de fois qu'il veut, plusieurs fois dans la journée si ça lui fait plaisir, le contenu de sa visite virtuelle. L'intérêt, c'est qu'à partir d'un même produit, on peut avoir différents axes de communication. On peut parler d'un produit, on peut parler des fournisseurs avec lesquels on peut faire du co-branding, on peut mettre des tutos, où là on n'est plus spécialement dans du commerce, mais dans de l'accompagnement vis-à-vis du client par rapport à l'offre qu'on peut lui apporter. Enfin, on peut vraiment, à partir d'une même solution, avoir plein d'axes de communication différents. Comme a parlé Kevin tout à l'heure, autre chose vraiment importante, c'est que par rapport à tout ça, on va amener un tracking. Ça veut dire que la proposition qu'on va faire, la solution qu'on va apporter, elle va être quantifiable. On va pouvoir savoir, en termes de ROI, est-ce qu'on a été pertinent ou pas? Est-ce que la solution, elle a été axée et bien mise en avant sur les bons supports ou pas? L'intérêt du tracking, c'est qu'aujourd'hui, on a différentes analyses, on va avoir des sites web, des réseaux sociaux, etc. Et le tracking qu'on va avoir de ces différentes solutions va nous permettre vraiment d'affiner la communication en fonction des targets qu'on veut viser. Idéalement, il faudrait que chaque tracking soit différent, que le panel du web ne soit pas le même que le panel des réseaux sociaux et pas le même que nos visites virtuelles, ce qui nous permet, en fonction de l'axe qu'on veut prendre, d'affiner ou d'appuyer sur ce type de communication. Ça comprend également l'hébergement, ça comprend la mise à jour de tout ce qui va être standardisé chez nous, ça veut dire que nous on a un pôle de recherche et développement qui est intégré, nos solutions évoluent. Dans le digital, ça va très vite. Ça veut dire qu'une solution qui est effective aujourd'hui, dans un an, elle sera très certainement pas du tout la même. En tout cas, il y aura eu pas mal de standards qui auront changé. Nous, on le voit bien dans les différentes solutions qu'on a depuis 7-8 ans, ça va très très vite et on évolue de manière régulière et très vite. Dans notre package qu'on va proposer, si vous voulez, l'idée c'est vraiment de dire toutes ces mises à jour qui vont être standardisées chez nous, vont être offertes aux clients d'une manière régulière. Comme on a un rendez-vous, plusieurs rendez-vous, on a 2 rendez-vous par an, au niveau du client, on va expliquer les performances de sa solution. On va également discuter avec lui de qu'est-ce que le digital à date et quelles sont les nouveautés et comment est-ce qu'on peut améliorer sa solution et la faire évoluer dans le temps. Donc l'idée autour de tout ça, si vous voulez, c'est de se dire ça a un certain coût et nous, on va mensualiser ça et ça va coûter X euros par mois. La globalité, c'est pas juste la visite virtuelle, c'est vraiment tout l'ensemble. C'est tout globalement la communication digitale qui va être basée sur cet axe-là, qui va lui coûter une somme définie, donc il n'y a pas de surprise. On sait que ça coûte X euros, c'est facilement quantifiable, sachant qu'on a le tracking, on sait exactement ce que ça va nous rapporter, plus du moins le nombre de clics sur réserver, etc.
et surtout de pouvoir faire des partenariats avec des fournisseurs. Enfin, c'est complètement évolutif et très très large. Donc ça, c'est l'aspect technique et l'aspect pas que global. L'aspect financier, qui est vraiment très très intéressant, c'est que aujourd'hui, quand vous financez une solution d'une manière classique, vous investissez une certaine somme et vous avez mis X milliers d'euros sur la table et vous attendez que ça vous ramène au fil du temps du chiffre d'affaires pour pouvoir amortir la solution. Là, on va être dans le processus inverse, c'est-à-dire qu'on va être quasiment sur la trésorerie positive, où comme on va mensualiser la solution, on va payer une infime partie le premier mois, mais avec tout être déjà efficace et efficiente. Donc on va commencer à récolter le fruit de notre travail, alors qu'on n'a pas commencé à débourser. Un exemple tout bête, si on peut parler de montant là rapidement, sur un exemple d'hôtel, un hôtel qui aujourd'hui va payer une solution à 29,99 € par mois, il n'a pas à vendre 50 000 chambres pour rentabiliser son outil tous les mois. C'est clair. Et on ne parle même pas des salles de séminaire. Voilà, une chambre grâce à notre solution, je veux dire, on n'a pas des ambitions, juste une chambre grâce à ça, c'est amorti. Donc c'est un vrai outil de commercialisation, c'est également un outil de communication bien évidemment, mais je veux dire, là c'est le ROI, il est immédiat, il n'est pas discutable, c'est automatiquement, on est sûr de notre coût. Non, je pense que le mot de la trésorerie positive, c'est exactement ça. C'était aujourd'hui la grosse problématique des clients. C'est avoir, à un moment donné, de se dire est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Il y a 5 000, il y a 8 000, il y a 10 000, il y a 20 000. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Quand on a un système de financement de ce type-là, on se dit aujourd'hui, le premier mois, avant de payer ma première mensualité, je vais déjà amortir. Et là, on y va quand même avec un risque qui est beaucoup plus amoindri, quoi. Qui est même quasi nul. Et l'idée, c'est vraiment aussi de se dire aujourd'hui, on sait qu'il faut faire la transition digitale, mais où est-ce que je mets le curseur? Là, quelque part, le curseur, on ne le met nulle part, parce que sur la globalité de notre système d'investissement qu'on va avoir, alloué à notre communication, ça va être une part vraiment infime. Donc on va faire 10% d'économie là et 10% d'économie là, et ça va permettre, sur le print ou sur l'affichage, et ça va vraiment permettre de financer une solution globale qui, si on avait dû la payer comptant, aurait suscité une réflexion et c'était au détriment d'autre chose. La durée d'engagement? La durée d'engagement, elle est de 48 mois. Mais quelque part, nous, dans notre esprit, si vous voulez, il n'y a pas de durée d'engagement. C'est des solutions qui sont évolutives. Ça veut dire qu'au terme des 48 mois, vous êtes propriétaire de la solution à 100%, puisque c'est l'équivalent d'un leasing. Donc au terme des 48 mois, vous êtes complètement propriétaire de la solution. Mais est-ce que vous avez besoin d'être propriétaire? C'est la vraie question, c'est ça. Est-ce qu'il y a besoin d'être propriétaire? Nous, si on va au terme des 48 mois, pour nous, c'est un échec. Nous, l'idée, c'est qu'au bout de 24 mois, on se revoit et qu'on fasse évoluer la solution. Et qu'on dise, voilà, aujourd'hui, on a octroyé 30 € par mois sur la solution, j'ai un ROI qui est de 10 fois ce que j'ai investi, c'est pas 30 € par mois que je veux payer, c'est 45, 60, on ne dit pas des sommes. Mais par rapport au prix de départ, on va grossir la solution, puisque le ROI est là, et on va la faire évoluer. Donc l'idée, c'est de se dire, soit on grossit la masse financière de mensualité, soit au terme des 24 mois, on reste sur le même montant, mais on continue dans la durée, et on a inscrit dans son budget, dans son compte de résultat, on sait que ça va me coûter X euros, X dizaines d'euros, ou X centaines d'euros en fonction de... On n'est plus dans le one shot, on est vraiment dans l'accompagnement. C'est vraiment sur l'accompagnement, suivi, tracking, on aide à la prise de décision sur l'évolution qu'on fait. Pas de mal. La cigarette, il y a les matelas, il y a les voitures. Non, mais l'idée, c'est ça. Après, ce qui est génial, pour l'anecdote, on a des clients qui nous disaient ouais, mais bon, est-ce que cette option à 100 € je la prends ou quoi? Sur un mensuel, en fait, ça fait 30 centimes d'écart sur le mois. Donc aujourd'hui, la question se pose plus de savoir si on prend ou pas l'option. Exactement. S'il y a une option qui est vraiment pertinente sur la solution, là, on n'est plus à faire des comptes d'apothicaire. Pour 1,50 €, la question ne se pose pas. L'autre gros avantage, donc il y a différents aspects, donc, bien sûr, pas d'apport. On n'est pas sur du leasing où il y a des pièges. Il n'y a pas de premier loyer, il n'y a pas de premier loyer majoré, il n'y a pas d'option d'achat vicieuse à la fin. L'option d'achat, c'est 150 €, c'est clair, c'est net. Pas de rayon sur la jambe. Voilà, on ne fait pas de constat à la fin. Alors Yannick vient du milieu d'automobile à la base. Je connais par cœur. Donc, il maîtrise le sujet. Voilà. Donc si vous voulez, c'est quelque chose, c'est vraiment un financement linéaire, donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de fausse barbe. Donc l'idée, c'est pareil, il n'y a pas d'avance de TVA. La TVA, même si vous êtes collecteur, que vous la reversez, pendant un mois, dépenser et avancer la TVA, ça fait jamais plaisir. Là, c'est ici sur 48 mois, donc c'est complètement indolore. Ça paraît un peu con comme solution, parce qu'on l'entend de plus en plus parler. Quand vous allumez la télé, votre chaudière et votre système, vous pouvez l'avoir installation comprise avec un leasing. Donc c'est des solutions courantes aujourd'hui. Mais dans notre milieu, ça n'existe pas. Et quand on a affaire à des banquiers, notre propre banque, qui est le Crédit Agricole, était étonnée
qu'on ait réussi à contractualiser avec une de leurs filiales à ce niveau-là. Parce que c'est des choses qui, en termes d'immatériel, c'est extrêmement Mais compliqué. c'est surtout qu'il faut le penser différemment parce que la technologie ça bouge tous les jours. Il faut se dire si je m'embarque sur 48 mois, comment je me débrouille parce que dans 3 mois C'est c'est ça. déjà obsolète. Ben non, justement en fait c'est qu'on peut faire C'est bouger la logique. mensualité, partir sur autre chose, relisser à nouveau. Voilà. Et nous, l'idée, c'est vraiment, on n'est pas là pour financer une visite virtuelle. On est vraiment là pour mensualiser une communication digitale qui va évoluer dans le temps et dans laquelle on va amener de la matière, qu'on va amener des nouveautés. Et le client va s'octroyer un budget mensuel sur cette communication-là. C'est vraiment dans cet état d'esprit-là. C'est pas du financement. Donc. Quand vous parliez de la durée, quelque part, pour nous, c'est peu importe. Il y a un engagement qui est tacite parce qu'on est avec un système financier, donc c'est basé sur 48 mois. Mais comme je vous disais au préalable, si au bout de 48 mois on est toujours sur la solution B1, ça sera un échec pour nous. Hein. Une solution doit évoluer et doit prendre de l'ampleur dans le temps. On y arrive déjà sans problème avec du financement comptant. Donc avec l'accompagnement vis-à-vis du leasing, ça peut être d'autant plus simple, sachant qu'en plus, le client, ça ne fera pas forcément bouger ses mensualités. Au bout de 24 mois, il a payé pendant 24 mois ses 50, 60 ou 30 euros par mois, peu importe. Il a amorti quelque part 50% de sa solution. Ça veut dire que s'il veut remettre des options ou accroître sa solution au terme des 24 mois, on reste toujours sur la même mensualité, on repart juste sur 24 mois supplémentaires. Donc c'est pour ça que je disais que c'est figé. L'idée, c'est de se figer un montant, une mensualité, un budget, et après la solution évoluera et prendra de l'ampleur sans que ça lui coûte plus cher tous les mois. En fait, on a joué sur deux facteurs principaux. C'est j'ai envie de prendre une décision, je suis chef d'entreprise, j'ai plus de facilité à prendre une décision positive ou négative sur 30 euros d'engagement que sur 3, 4, 5, 10 000. Et deuxièmement, j'ai plus de facilité, en tout cas intellectuelle, pour prendre une décision positive si je sais que je vais déjà gagner pour payer la mensualité, alors qu'hier, il fallait que je paie pour ensuite, hypothétiquement, devoir gagner sans savoir la durée réellement sur laquelle j'allais amortir mon sujet. C'est tout. Les deux grands fondamentaux sont là. Autre bénéfice, c'est que ça n'a pas d'impact sur le bilan. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans le bilan. Ça rentre dans le compte de résultat, mais pas dans le bilan. Comme c'est une location financière, ça ne rentre pas du tout dans le bilan, ça n'a pas d'impact. Donc, pas d'impact sur la capacité d'investissement, pas d'impact sur les BITDA si vous êtes avec des investisseurs qui vous checkent vis-à-vis de ça. Donc, tous ces éléments-là font que, sur des sujets, alors 30 euros par mois, effectivement, on s'en moque, mais on finance aussi des solutions beaucoup plus lourdes, où les gens ils vont aller sur des solutions élevées, avec qui comptant, pour le coup, impacteraient leur EBIT d'une manière claire. Et là, on va les financer, ça va leur coûter 700-800 euros par mois, mais ça n'impactera pas les BITDA avec une solution complète et globale, qui va être une très grosse solution à ce moment-là. Et donc, on peut accompagner des grosses solutions avec Leasy aussi. Leasy est une porte d'entrée et une première approche au niveau de la digitalisation de la communication, mais ça peut être aussi un accompagnement vers des grosses solutions, où là, eh bien, si on a des ratios financiers respectés par rapport aux investisseurs, on va pas en être impacté. On s'est autant accompagné des toutes petites structures Voilà. que des très grosses. C'est ça l'intérêt. Ça va à la fois sur du packaging que sur du sur-mesure, comme on fait au jour d'aujourd'hui sur avec des gros partenaires. Donc voilà globalement, si vous voulez, l'axe qu'on va prendre avec le Leasy 360. C'est vraiment quelque chose où on veut créer un concept général et que le client est vraiment dans la tête. Aujourd'hui, il sait qu'il doit passer dans la transition digitale. Comme je disais tout à l'heure, le truc, c'est où est-ce qu'on met le curseur. Investir 5 000 ou 10 000 euros sur un projet, ça peut être compliqué. Mettre 150 ou 200 euros par mois, ça l'est déjà beaucoup moins. Et ça permet de ne pas déstabiliser tous les autres investissements qu'on a fait à droite ou à gauche. De ne pas mettre en question le système de communication qu'on avait en amont. Ça nous permet de tester autre chose. Et dans les années à venir, là, on bougera les curseurs en fonction des résultats qu'on aura. Parce qu'on amènera des preuves des résultats, des choses qu'on a mis en place.